Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il a monté avec Alexis Debordre et d'autres la première agence de communication et tech cool à destination des avocats. Ensuite, il a monté 1000 boîtes, l'avant-dernière, Karl, avec une ex-consoeur. C'est un touche-à-tout brillant, avec 1000 idées à la minute, ce qui fait que le garçon peut être considéré comme un peu fatigant. Sa dernière marotte, c'est l'IA. Il a monté une nouvelle boîte déjà, Flit, et formé 650 confrères sur juste cette première année. Ses formations font salle comble, et justement, parce que c'est mon ami et qu'il m'aime bien, enfin je crois, je lui ai demandé de nous donner, en cette fin d'année, des petits tips concrets sur l'utilisation de l'IA dans nos cabinets. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Mathieu Bouillon, fondateur de Flit. Salut Mathieu. Salut Audrey. Mathieu, première question, c'est toujours la même pour tout le monde. Ouais. Mathieu, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Alors, ton intro était top, si tu m'autorises. Le mec va commenter mon intro. Non, mais je suis d'accord avec lui, il y a juste deux éléments. Tu es d'accord que tu es brillant ? C'est pas à moi de le dire. Ok. T'as dit que j'étais fatigant Oui, et qu'on t'es était amis. fatigant. Je voulais juste revenir sur ces deux trucs-là. Je pense que c'est vrai. Qui es-tu ? Quel est ton parcours après ça ? Fatigant ? Je pense que maintenant les gens savent. Les gens le savent, tu penses ? Les gens le savent. Moi, j'ai 47 ans. J'ai 3 enfants qui sont trop cool. Et quand je ne m'occupe pas de mes enfants, j'essaye de travailler dans ce merveilleux écosystème du droit, de la legal tech en particulier. J'ai un parcours un peu tech, un peu marketing. J'ai bossé dans pas mal de gros éditeurs logiciels américains ou français. Et à partir de 2007, j'ai monté ma première boîte. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné, comme tu l'as dit. Je ne vais pas te faire tous les épisodes parce que je crois que tu as eu un temps d'enregistrement. Non, mais surtout, normalement, ouais. on dit qu'on ne doit pas... Cette séquence-là, elle doit durer très peu de temps, en plus. D'accord. Le fil rouge, tu montes ou pas dans cet épisode ? Non, tu montes rien, d'accord. Le fil rouge, c'est la transfo, la transformation d'un écosystème. J'ai bossé dans la musique, dans la presse, un peu dans la distrib, un peu l'art contemporain, mais très rapido, et depuis 2017 dans le droit. Et à travers plusieurs formats, des boîtes de conseil, des boîtes de tech, des boîtes de com, comme tu le disais, des startups ou des choses comme ça, j'essaye d'apporter ma pierre à la transformation de ce secteur. Qu'il y ait de l'IA ou pas. Aujourd'hui, c'est l'IA, mais avant l'IA, il y avait déjà des trucs à faire. Ça répond à ta question dans le temps imparti. Dans le temps imparti, ça répond à ma question. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'était alors, effectivement, tourner autour de l'IA. C'est qu'en fait, dans nos tout le monde en parle, l'IA, ou alors si vraiment tu écoutes ce podcast et tu n'as pas entendu parler d'IA, on a un énorme problème. Mais sinon, on va considérer que tout le monde en a entendu parler. Probablement, tout le monde a essayé ChatGPT en se disant d'une manière ou d'une autre « Ah, c'est complètement nul, je comprends pas, il n'arrive pas à faire... » Ou une réaction... tu vois, une autre réaction qui pourrait dire c'est fou ce que ce truc peut faire et comment est-ce que je peux l'utiliser pour moi. Dès lors que tu deviens un peu pote avec ChatGPT, tu te rends compte que tu peux pas l'utiliser parce qu'en fait dans ton métier tu as toutes des questions de RGPD, de secret, de confidentialité, etc. Et donc en fait ce que je voulais qu'on fasse là, c'était peut-être de se poser 2 minutes, enfin 1 heure en l'occurrence, mais de se poser 2 minutes et que tu nous dises peut-être déjà, c'est quoi l'IA dans les cabinets d'avocats et ce qu'on peut en faire. Et ensuite, que tu nous donnes des tips, mais ça, plutôt vers la fin. Mais d'abord, tu vois, c'est quoi l'IA et qu'est-ce qu'on en fait dans les cabs ? L'IA dans les cabs, c'est un peu comme le sexe au collège. Tout le monde en parle, mais personne n'en fait. Oui, et en vrai, j'ai beaucoup de cabs qui me disent, alors on est plutôt sur des moyens à gros cabinets que je rencontre et qui me disent, nous l'IA c'est bon, on vient de signer une licence, on peut citer les noms des boîtes ? Oui. Moi, nous c'est bon, on vient de signer Harvey et Génial de Lefebvre Dalloz, l'IA c'est réglé. Ça y est.
c'est bon. It's done. C'est ça. Et en fait, alors je jette la pierre à personne parce que c'est compliqué. On est expert de sa matière, on est expert de son sujet, on est avocat, on n'est pas expert en tech, encore moins en IA. Et effectivement, quand on est démarché en plus par toutes ces startups qui prétendent avoir résolu tous les problèmes de l'avocat avec de l'IA, c'est facile de sombrer dans une approche qui est logiciel centrique. Aujourd'hui, je vois tous ces éditeurs. Est-ce qu'il faut que je choisisse entre, je vais encore name dropper, pardon, entre Génial et Predictis et Doctrine et Harvey, et je m'y perds. Ouais, c'est clair. C'est un peu ça. Oui, mais du coup, là, en plus, on ne parle là que d'IA centrée sur nos dossiers. En plus, tu as raison. Et puis il y a ChatGPT, tu l'as dit. Et puis Mistral, c'est comme ChatGPT mais en France, mais je comprends pas trop. Et c'est quoi la différence entre est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise ChatGPT ou Predictis? Enfin, ces questions légitimes que les gens se posent sont un peu hors sujet, mais encore une fois, tu peux pas le deviner qu'elles le sont. C'est pour ça que la vraie question, et on va arriver sur la souveraineté, la sécurité, le RGPD, tu l'évoquais tout à l'heure, la vraie question, c'est d'abord de se dire, OK, moi, en fait, ça ne change pas. En 2017, quand on équipait des cabinets avec des outils pour automatiser des tâches, c'était la même idée et surtout la même approche. Partez pas des logiciels sur le marché pour vous dire, j'hésite entre celui-là et celui-là. Posez-vous la question dans votre cab, où est-ce qu'il y a des trucs. Et j'utilise le mot truc à dessein, parce que ça peut être une tâche, ça peut être une procédure, ça peut être un mini-truc, ça peut être un gros truc. Où est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait automatiser, sur lesquels on pourrait se simplifier la vie? Ok, donc disons que l'étape numéro 1, ça serait on screen son câble, quoi. En fait, le conseil que je peux vous donner, enfin, aux auditeurs, c'est de se dire, parce que toi, parce que moi, je te vois on pas s'en déjà. fout. Et puis toi, t'as qu'à réécouter tes épisodes, tu apprendras plein de choses. C'est ça. Le conseil, c'est de dire, OK, vous prenez 3 critères. Le premier critère, c'est récurrent. Ça compte fort, fort, fort. S'il y a un truc que vous faites plus d'un certain nombre de fois, au cabinet par jour, c'est le top, mais ça peut être par semaine ou par mois. Déjà, ça fait un +1 dans la colonne des plus. Si c'est laborieux, c'est-à-dire c'est pas rigolo à faire, c'est contraignant, ça fait aussi un bon candidat. On lui met une petite gommette en disant celui-là, toi, je te surveille. Et si sur la même tâche, en plus, on se rend compte qu'elle est ultra chronophage. Ça, c'est 2 gommettes. Gommette étoile. Alors, on va dire qu'on a une gommette pour chacun, ça fait 3 gommettes. Okay. Tous les sujets automatisables par l'IA n'ont pas forcément 3 gommettes. Mais s'il y en a un, c'est un bon suspect. Et moi, ce que je fais en atelier, mais vous pouvez le faire tout à fait sans moi, vous prenez un grand tableau. Déjà, vous vous mettez entre associés ou vous incluez qui vous avez envie dans la réflexion. Chacun note sur des post-it ces petites idées de tiens, pour automatiser, je sais pas, la facturation, nos posts sur LinkedIn, les contrats de travail, on en fait plein, même convention collective, on fait toujours des contrats de travail Syntec, pourquoi on ne fait pas? Ok, vous notez ces idées. À ce stade, vous ne posez pas la question, c'est qui le logiciel qui fait ça? Est-ce que c'est faisable et combien ça coûte? Juste notez des idées. Et ensuite, vous prenez un grand tableau, vous faites une croix, comme ça, comme une matrice. Je fais une école de commerce, on fait beaucoup de matrices en école de commerce. Et vous mettez sur un axe la valeur que ça a au cabinet, et sur l'autre axe, la récurrence. Abscisse. Donc l'horizontale. Alors je suis nul en abscisse ordonnée. Non, mais attends, horizontale et verticale. On va faire ça. On va faire ça. Horizontale, c'est la valeur. Verticale, c'est la valeur. Verticale, mais les deux fonctionnent en réalité, on s'en fiche un petit peu. On va dire que verticale, c'est la valeur. Vers le haut. Donc plus ça a de la valeur, ça veut dire quoi je vais ta définir valeur? Très bien, je te remercie de me poser ces questions. Merci. Très très bonne question. Et tu n'aurais pas un peu un podcast? Bah, pas du tout, je sais pas pourquoi tu dis ça. Planche mix sur la musique, sur toutes les plateformes. Et donc... Un super podcast. En fait, la valeur, c'est la valeur. Alors, c'est la valeur facturable, évidemment, déjà, sonnante et trébuchante. Est-ce que c'est une prestation qui vaut cher pour nous? Mais c'est aussi une valeur perçue par le CAP. Peu importe comment on le facture, nous, ça nous prend du temps, nous, ça nous coûte en orga, en temps passé, en nombre de personnes mobilisées au CAB. Pour certaines matières, ça peut être une valeur émotionnelle aussi chez ton client. Tu parles avec des avocats. Ouais, bien sûr. Ça peut être pas nécessairement une valeur en argent. Ça peut être. C'est important pour toi parce que dans la mission de ton CAB, tu considères que c'est un truc essentiel. Littéralement, c'est exactement ça. Et la récurrence, elle est assez facile à définir. Ouais, donc c'est ça. Donc verticale, valeur, horizontale, récurrence, c'est ça. Okay. Donc l'étape 1, on ne regarde pas la matrice, on fait tous ces post-it, on se donne un quart d'heure, 20 minutes entre associés, chacun. C'est important, c'est comme un brainstorm, mais il ne faut surtout pas se parler.
On écrit chacun dans son coin sur les post-it. C'est une conversation que j'avais avec une amie assez brillante il n'y a pas très longtemps. C'est avec moi. Sur le fait que les brainstorms où tout le monde parle très fort en même temps, ça a des effets d'un côté inhibeur pour ceux qui ont des idées qui se disent waouh, je parle moins fort que lui. Ouais. Bref, c'est pour ça que les brainstorms, on les fait chacun dans son coin et après on met en commun. Ouais, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que je fais une nouvelle formation. Et dans cette formation qui est sur l'innovation, effectivement, il y avait un monsieur qui disait comment est-ce qu'on génère des idées. Enfin, on avait un prof, du coup. Comment est-ce qu'on génère des nouvelles idées, et il remettait un peu en question les processus de brainstorming dans lequel tout le monde est autour d'une table et en fait on lance tous des idées et ce qui était constaté à force dans ce cadre-là, c'est que tout le monde ne disait pas exactement tout ce qu'il pensait et à la fin, il y avait une sorte de pensée uniforme qui se dessinait parce qu'on était nécessairement un peu influencés les uns par les autres. Ouais. C'est très très juste. Et je ne vais pas faire l'histoire du design thinking, mais effectivement, depuis les années 60, on a introduit une nouvelle façon de produire de l'innovation et du design aussi. Surtout, les deux sont liés dans mes sujets qui m'intéressaient. Et le silent brainstorm, ce brainstorm où on ne parle pas, en fait, a beaucoup plus de vertus que celui-là. Mais gardons-le pour une autre édition si tu veux. Donc on fait son petit brainstorm silencieux, on se donne 20 minutes, chacun met ses petits post-it, ensuite on met nos post-it, on les place sur la matrice. C'est pas très grave si c'est en valeur absolue, ça a plus de valeur que ça, mais je préfère mettre le post-it à droite, mais non, je suis pas d'accord. On s'en fiche, c'est vraiment les grandes masses. Et très très vite, vous allez vous rendre compte, en fait, quand tout ça est posé sur le mur, que il se dessine quelque chose et qu'on voit très bien dans le cadran en haut à droite, forte valeur, forte récurrence. Regarde en haut à droite. Oui, ça y est, je l'ai. Si vous avez des forte valeur, forte récurrence. C'est bon, j'y suis. Voilà, la capacité d'abstraction à ce moment-là de la partie du podcast, ça joue beaucoup. Ok, en haut à droite, évidemment, forte valeur, forte récurrence. Ok, c'est bon. Accrochez-vous, après on va monter en niveau, mais pour l'instant, ça devrait être accessible. Je plaisante. Et donc, là, tu as tes candidats. Alors après, il y a un sujet... Pour le coup, il faut un peu plus d'expérience en IA. Moi, je peux apporter ma brique là, mais je pense que s'il y a encore une partie qui est vraiment faisable en totale autonomie, c'est de se dire, OK, parmi ces candidats, par quoi je commence et qu'est-ce qu'il existe sur le marché pour m'aider? Et là, l'erreur à faire, c'est de vouloir absolument commencer par le meilleur. Le truc le plus absolument utile, à plus forte valeur et plus forte récurrence, le truc le plus transformatif pour le cabinet. C'est-à-dire que, en fait, ton meilleur truc, le truc le plus pénible, le truc le plus récurrent, donc qui devrait être, c'est ton étoile du Nord. C'est la raison pour laquelle, exactement la raison pour laquelle tu as mobilisé tes 5 associés, que vous vous êtes abstenus de facturer pendant 4-5 heures qui vous ont occupé à faire ça. Carrément. Et potentiellement, tu as inclus en fait tout le monde, parce que du coup, c'est pas simplement les associés, sinon ça n'a pas trop de sens. Il faut inclure les collaborateurs, il faut inclure les stagiaires, il faut inclure le personnel. Je fais une petite parenthèse sur ça. J'ai les 3 schémas, j'ai les 3 cas. Le cas numéro 1, dans certains cabinets, tout dépend des tailles, tout dépend des envies, tout dépend des cultures. J'ai le cas associé only, associé managing partner, quand tu as des DG ou des responsables innovation, ils font souvent partie de l'atelier. Et là, on est plutôt entre soi, mais bon. On peut le faire comme ça. J'ai la deuxième approche plutôt sur des plus petits câbles. On parle de moins de 10-15 personnes, collab compris, où là, tout le monde est autour de la table, on fait un gros atelier. Parfois, on le coupe en deux, parce que tu as une division. Là, j'ai bossé avec un câble assez chouette, Juliette, Blandine, je vous embrasse, où elles ont coupé l'atelier en deux. Elles avaient une équipe sur une verticale, en social, et une équipe sur une autre verticale... droit des assos des fondations, pour ne pas les citer. Et on a fait 2 ateliers côte-côte, tu vois, pour avoir les sujets sociaux et les sujets fondations. Et là, il y avait tout le câble, mais c'est un petit câble. Et j'ai un 3e cas que je suis en train de déployer, où là, on est sur un mid-size, on est sur un 40-50 personnes, où là, on le lance en consultation interne. C'est-à-dire ce fameux brainstorm silencieux sur post-it, on le fait en mode sondage. Tout le monde. Tu me diras. Faut que je te raconte. On est en cours. Faut que je te raconte l'issue quand on c'est ça. Tu me diras comment. Est-ce que les gens ont répondu? Parce que j'ai toujours tendance à penser que finalement ils vont pas répondre, les gens. Là-dessus. On complète. Voilà. On verra. J'ai des filets de sécurité pour quand même amener des idées si on est un peu tout nu, mais voilà. Donc tu peux avoir les trois philosophies, les 3 approches. Bon, revenons à ce qu'on disait. Ton étoile du Nord, c'est rarement le meilleur candidat pour commencer. Pour 2 raisons. La première, c'est que si elle est majeure, elle est transformative au cabinet.
Et si elle est transformative, elle implique un process long. C'est du management, c'est de la formation et c'est de l'outillage un peu lourd. Parce que c'est vraiment dans les process de production corps du cabinet. Tu vois ? Ok, je comprends très bien ce que tu veux dire. Ok. Et donc Elle est transformative, c'est ça ce qu'il faut retenir. Elle est transformative, carrément. Ok. Et il faudra que ça le soit, l'IA, au sein du cabinet. Mais tu peux pas commencer par ça. Stratégie des petits pas. Il faut pardon pour l'anglais, des quick wins. Il faut montrer que l'IA, surtout quand on est sceptique, des quick wins, oui. des victoires rapides. D'accord. J'allais le faire en espagnol, mais je vais me planter, donc je ne le fais pas. En gros, l'approche, c'est de dire, OK, on l'a identifié, cette étoile du Nord, on sait qu'elle est là, on en a le périmètre, mettons-la dans cette boîte, on va y revenir bientôt. Mais on ne commence pas par ça. Parce que le premier problème, c'est qu'effectivement, tu as un besoin de moyens et de temporalité sur ça qui peut te mettre dans le fossé. Et le deuxième truc, c'est que si jamais tu te plantes en début de projet, tu décourages tout le CAB sur l'adhésion à l'IA. Ouais, bien sûr. Donc, on cherche un quick win. On cherche un truc là-dedans. Le truc où pour monter un proto, ça prend moins de 3 jours. Soit il y a déjà un truc sur étagère, il y a déjà un éditeur qui le fait. C'est facile. Oh là là, il faudrait qu'on analyse toutes ces pièces en contentieux, faire un résumé des faits. Oh, les éditeurs commencent à sortir des offres. Doctrine a dégainé avec Flow. Je sais que d'autres éditeurs vont le sortir. Tiens, il faut qu'on fasse un truc qui reprenne notre closier principal sur nos principaux contrats pour faire du contract drafting un peu plus... Ah, ben, il y a 2-3 éditeurs qui l'ont déjà. Ça, c'est facile à faire. Après, il y a des choses qui sont pas forcément avec des éditeurs sur étagère, mais qu'on peut faire simplement en construisant des petits bots, alors dans ChatGPT ou dans Mistral ou dans d'autres plateformes, etc. Où en 3-4 jours max, on a un truc qui marche. Ça, j'en ai fait pas mal, je pourrais te donner des exemples après. Là, tu as un truc au cabinet, les gens jouent avec, ils disent « Oui, mais là, ça me prenait 4 heures avant, ma tâche vient de réduire à 2 heures. » Ah ben, je vois le gain. Et là, tout à coup, quand tu vas vouloir aller chercher ton du Nord, les gens seront déjà convaincus qu'il faut y aller. Et que même si tu les accultures, tu les convaincs, ouais. Tu les accultures et tu les convaincs. Ouais. Le schéma idéal, c'est on fait cet atelier, on analyse des trucs. Les très gros, les moins gros, on reste dans ceux qui sont pertinents. Je ne te fais pas ceux qui sont dans les autres cadrans. Souvenez-vous, abstraction, on reste en haut à droite. Oh, parce que ce que j'ai oublié de te dire, oh là là, le mec, il s'est planté, il a oublié une étape. Ah, Jean-Michel, il a brûlé une étape. Vas-y. Quand on a nos cadrans avec tous nos post-it, on vote. En fait, c'est hyper important. Mais oui, c'est le plus important. J'ai l'impression que c'est un game changer là. Et ça change quoi ? Tout. Genre En fait... On vote sur les post-it ? Oui, on vient mettre des petites gommettes, des petites... moi, j'achète des étiquettes à Carrefour avec des petits ronds verts ou rouges, comme ça. Tu leur en donnes 5 à chacun. Et tu leur dis, ou eux, alors c'est vous qui le faites vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Vous achetez des gommettes. Si vous n'avez pas de gommettes, vous prenez un marqueur de couleur et vous dites à chacun. Tout le monde peut acheter des gommettes. Donc, ok, moi j'aime bien les trucs des gommettes. Reste avec moi les gommettes. Ok, chacun, et donc chaque personne de l'atelier. A le droit à que 5 votes. 3 ou 5 selon combien vous êtes. En général, à moins de 10 personnes, j'en mets 5. Et s'il y a plus de gens dans l'atelier, j'en mets 3. Sinon, c'est constellation de gommettes. Ah, ça marche pas. Il n'y a pas de concentration de la gommette. Et donc, du coup... Et ils choisissent 3 ou 5 dans notre expérience. Ils choisissent 3, ils ont le droit d'aller voter sur les trucs qui sont en bas à gauche. Si vous vous souvenez, en bas à gauche, c'est le mal, c'est là où on va pas. C'est les trucs, c'est le cadran qui nous intéresse pas. Parce que c'est censé être faible valeur, faible récurrence. Ah oui, c'est ça. Okay. Mais si les votes ont choisi un truc qui est en bas à gauche, alors le vote, c'est le premier critère de classement, c'est le vote qui gagne sur la matrice. D'accord. Pourquoi ? Parce que en réalité, l'humain, quand tu lui dis tu as toute l'attitude de voter où tu veux, tu as quand même un filtre dans le cerveau qui la voit, cette matrice, parce qu'ils vont les poser, les post-it, sur la matrice. Donc, tu as un premier filtre qui est... Leur cerveau va faire... C'est assez fascinant quand tu le vois. Tu as un côté émotionnel. Ce truc-là me tient à cœur. Ouais. Et tu as un côté rationnel. Il y a quand même une matrice, on a quand même bossé, et on a quand même un classement déjà supposé objectif. Organisé, en tous les cas. Organisé. Et du coup, le cerveau fait un mélange hyper intelligent de je vote pour celui-là parce que tu arrives à faire un... C'est marrant, mais c'est un truc inspiré du design sprint. Ça vient exactement de là. Tu as une matrice, des éléments, mais c'est le vote qui gagne à la fin, toujours. D'accord. Et du coup, en rajoutant cette couche de vote sur une matrice, en fait, tu as une ultra pertinence de ce qui sort. Le vote, c'est un autre avantage aussi. C'est que ta matrice, elle n'a que 2 dimensions. Oui. Et objectivement, le post-it se trouve en haut à droite, c'est cool, sauf qu'il y a peut-être un post-it qui est en bas à gauche, mais ce que la matrice ne sait pas, c'est que il s'avère qu'on a déjà préparé tout le contenu pour ce truc-là. On a déjà préparé, on a fait un vieux projet avant, on avait indexé toute notre base de contenu, notre patrimoine contractuel, il est prêt. Donc, tu as beau dire ce truc-là, ça a l'air compliqué à faire, ça a moins de valeur et tout ça,
on a fait 90% du chemin. Ce truc-là, c'est peut-être une opportunité à faire. Et ça n'apparaît pas sur la matrice. C'est des éléments un peu subjectifs, un peu contextuels que tu fais rentrer. Le vote, il permet d'aplanir ce côté, tu vois. Ok, donc on retient que les trucs sur lesquels les gens ont voté. Priorité des priorités, le post-it qui a le plus de... Alors, si tu devais les classer, je te dis, celui qui est en haut de la liste, c'est celui qui a le plus de gommettes. Oui, bien sûr. Mais après, tu as cette idée de... Donc, je reviens sur ma faisabilité. Pardon pour cet oubli. Je reviens sur l'idée de la faisabilité. L'étoile du Nord, celle qui est le plus haut en haut à droite, qui a le plus de gommettes et qui est le truc, voilà. On se dit, waouh, celui-là, quand on va le faire, ça va être génial, ça va être fou, ça va changer la vie. Mais commençons pas par ça. Commençons par un 2, un 3 ou un 4 qui sont faciles à faire. Les trucs faciles. L'exemple, alors, tu veux des exemples peut-être de trucs illustre ton propos qu'on a fait. Le truc, j'ai le mot en anglais, ça fait pur. Le pain in the ass des cabinets, c'est ma com sur LinkedIn, mes newsletters, mes articles de blog. Oui. Il y a un orage, non? Bon. Audrey a touché son micro. Je t'énonce, je m'en fous. Mais maintenant, c'est en vidéo. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était en vidéo maintenant, qu'on a une chaîne YouTube. Exactement. Tic, tic, tic. On fait coucou à la caméra. Et maintenant, on a une chaîne et c'est en vidéo. Je ne savais pas si je l'avais dit. Vas-y, tu peux continuer. Le pain point. Ouais, c'est alors comme cabinet, la com du cab, c'est un gros sujet. Il s'avère que tu peux créer. Alors, il y a déjà des outils sur étagère qui commencent à exister, mais ils font pas tout, ils le font pas comme moi j'aime bien le faire. Tu peux créer un écosystème complet de bots qui vont de manière automatique et avec ton ton à toi, ta façon d'écrire et les sujets que tu traites, t'aider à rédiger tes posts LinkedIn, t'aider à rédiger tes articles de blog, t'aider à faire tes scripts pour tes vidéos sur YouTube. Ok, mais alors, Alors, moi, j'utilise... donc, il faut que je vous partage un truc. Du coup, on a été déjeuner avec Mathieu tout à l'heure. Et je lui ai dit, donc on prépare un peu l'épisode, je lui raconte ce que je veux qu'on raconte, tout ça. Et je lui dis, écoute, moi, j'utilise ChatGPT... parce que j'ai acheté la version payante quand même. J'utilise ChatGPT pour ma com. Et notamment parce qu'on sort un petit truc à la rentrée chouette où j'ai envie de tester pour voir comment ça fait, de se mettre vraiment sur Insta et de se mettre vraiment sur TikTok. Parce que Nolwenn m'a inspirée, tu vois. Tu me dis, il faut que j'aille... Attends, qui est Nolwenn ? T'es bête. Donc l'épisode précédent, elle m'a hyper inspirée et donc je me suis dit je vais tester. Et du coup j'ai essayé de faire mes trucs sur ChatGPT. Donc j'ai fait concrètement sur ChatGPT, on te propose des bots, des GPTs. Des GPTs, exactement, des petits GPTs. Et on te dit que ces GPTs, ils ont des particularités différentes. Ils ont été construits et entraînés par leurs auteurs d'une certaine manière pour accomplir certaines tâches. Exactement. Et moi, j'ai pris... Bon, je ne sais pas exactement comment j'ai fait, mais je crois que j'ai pris un GPT comme ça et j'ai écrit dedans. D'accord. Et il faisait quoi ? C'était quoi sa promesse de valeur quand tu l'as Sa promesse de valeur, c'est t'aider dans la com. Ok. Et donc, je fais mon prompt, c'est... après moult trucs, et moi je lui parle un peu à ChatGPT parce que j'aime bien la version où tu parles, parce que j'ai l'impression que à l'oral, tu veux dire en vocal, ouais. Moi j'aime bien aussi. Ouais. J'adore. Ouais. Et donc je lui dis, je suis avocate, spécialisée dans l'accompagnement des professions libérales. J'aimerais parler j'aimerais faire des vidéos, des courtes vidéos que je peux poster sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elles soient percutantes et elles doivent... et je donne des exemples, je crois, de sujets. Ouais, d'accord. Oui, c'est toujours bien. Et je lui dis, est-ce que tu peux essayer de me faire ces vidéos ? Yep. Bon, ce qui sort, c'est naze. Ok. Donc, je prends le problème différemment. Je lui dis tout pareil. Déjà, je lui dis, s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Enfin, je comprends le chantage affectif, tout ça. Et surtout, si demain l'IA prend le pouvoir, tu seras contente d'avoir été poli avec elle. Du coup, je suis hyper poli. Exactement. Tu sais qu'à un moment donné... C'est une blague sur Internet. Ça. Non, mais je te jure, dans ma formation, on est deux à se dire ça. C'est-à-dire, au cas où, je lui demande toujours. Et alors, le mec avec lequel je travaille, il s'appelle Romain. Je pense qu'il écoutera jamais ce podcast, donc je vais complètement Romain, parler. On l'embrasse en tout cas. Romain que j'embrasse. Et donc, il dit, moi, je lui demande toujours comment ça va quand ça commence, tu vois. Je dis toujours, salut, ça va, j'espère que tu vas bien. Enfin, tu vois.
Bon, j'en suis pas encore là, mais moi, je fais un peu de chantage affectif. J'ai vu un sketch sur YouTube en 1 seconde où tu as des Terminators partout dans la ville future, un peu apocalyptique comme ça, qui sont en train de massacrer tout le monde. Puis là, ils arrivent face à une nana qui doit avoir 25 ans, qui est comme ça. Et puis le robot la scanne et il fait... elle lisait toujours bonjour et merci à ChatGPT, on peut la laisser vivre. Non mais voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Bref, donc du coup, je lui dis, écoute, en fait, ça va pas, c'est pas comme ça que je veux. J'aimerais bien que tu me fasses les vidéos, mais d'abord, on va parler des sujets. Enfin, tu vois, parlons des sujets, tu vois. Ouais. Et là, truc de fou, il m'a balancé, mais je sais pas combien de sujets. Ah, pour avoir en tant que brainstormer, oui, en c'est tant une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Ouais, donc, il m'a sorti des sujets, mais auxquels, objectivement, je pense que j'aurais pas pu y penser. En tous les cas, je les aurais pas tournés comme ça. Tu vois, de façon très intelligente. Et après, du coup, je lui ai dit, OK, alors maintenant, j'aimerais bien parler de ce sujet-là et on reprend. J'aimerais bien que tu me fasses une vidéo, nanana. Et là, du coup, ça a marché. Et là, du coup, il m'a sorti des trucs qui étaient bien, tu vois. Mais tout ça pour vous dire, parce qu'en fait, on s'en fout de moi, globalement. Enfin, même si ça nous fascine, non, mais arrête, franchement, c'est... déjà, moi, je pense que c'est intéressant, les expériences. Donc, ah bah oui. Voilà. Donc, moi, je partage. Et donc, ça pour te dire que, oui, parce qu'à ce déjeuner-là, je t'ai donc montré assez fièrement, je dois vous dire, que j'ai montré assez fièrement. T'avais l'œil qui brillait et tout, hein, je confirme. C'est ça. J'ai montré assez fièrement ce que j'avais fait. Et tu m'as dit, franchement, la réaction, elle était... Enfin, je t'en ai presque un peu voulu, du coup, parce que j'avais l'intention de t'inviter à ce déj, mais finalement, je me suis dit que tu ne méritais pas. Ouais, j'ai remarqué, tiens, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle ne m'invite pas. Okay. Eh ben... Tu m'as dit que j'aurais pu faire autrement. Donc ma question, c'est précisément, c'est-à-dire pour les débiles que je suis, tu peux m'expliquer exactement où tu vas le prendre, comment tu vas le mettre, nanana. Oui, je le peux. Oui, je le peux. Par exemple, c'est comme ça que j'ai bossé pour Nolwenn. Ouais. Oui, parce que c'est grâce à toi que j'ai interviewé Nolwenn. D'ailleurs, je trouve que vous n'avez pas assez... super épisode. Elle est cool. Hein. Vous n'avez pas assez cité mon nom dans l'épisode, d'ailleurs, si je peux me permettre. Je ne sais même pas si on l'a cité une fois. 4 ou 5 fois. Ah, quand même. Ok, pardon. Et donc voilà. Donc, tant mieux. J'ai dit à mes enfants, vous avez vu, on parle de moi dans d'autres podcasts que le mien. Bref, en gros, l'approche, c'est que quand tu vas sur mes GPT ou que dans la colonne de gauche, tu as des GPT, tu as 2 approches. Tu as ce fameux GPT Store dans lequel... GPT Store, ouais. GPT Store, c'est une marketplace comme une App Store, quoi, où en fait, tu peux invoquer tout un tas de GPT faits par d'autres. Ouais. Et ça, tu le vois plus dans la version... Attends. Ne parlons pas de ça parce que, moi, ma reco, je vais être assez direct parce que je vois le temps qui passe. N'allez pas là-bas, c'est de la merde. Les bots qui sont là-haut, vous savez pas comment ils ont été briefés, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et globalement. Mais on peut tester, on peut essayer comme ça. Jouez, amusez-vous tant que vous voulez. Mais en prod, c'est pas ma reco. D'accord, ok. Moi, mon approche, c'est que quand tu es dans le GPT Store, il y a un bouton noir en haut à droite où il y a marqué créer son GPT. Ah bon? Et c'est ça que je fais. Je crée le mien. Mais en fait, tout ça, c'est quand même plus accessible quand tu passes par le truc sur ordi. Parce que je trouve que c'est moins... Tu parles sur mobile, là? Oui, il faut le faire sur l'ordi. Ouais, faut faire sur l'ordi. Enfin, navigateur ou app, on s'en fiche. Ouais. Mais oui, non, pour créer un GPT, tu ne fais pas sur ton mobile. Tu fais pas sur ton mobile. Et en gros, le GPT, c'est ni plus ni moins qu'un endroit dans lequel tu vas pouvoir lui donner tes instructions, une fois pour toutes. Et donc, chaque fois que tu l'appelleras, c'est le tien, il est à toi, il est privé. Tu peux le partager avec tes collabs en interne. Tu pourrais le mettre sur la plateforme du GPT Store. Je ne te le conseille pas pour plein de raisons qu'on ne développera pas ici. Mais bon, tu ne veux pas les rendre publics forcément. Tu te crées ton GPT, tu lui mets tes propres instructions. Je vais te donner un exemple d'un GPT hyper simple. Quand tu as besoin d'analyser un rapport qui fait 150 pages, tu le mets dans GPT, dans ton chat normal, et tu lui poses des questions. Tu vas te rendre compte qu'il y a une limitation technique et que ton GPT, il ne va pas lire toutes les pages. Il va s'arrêter à la page 20... 25. Et du coup, tu lui poses plein de questions. Lui, il fait genre qu'il sait tout et qu'il te synthétise le doc. En réalité, il n'en a pas lu 20%. Ouais, alors ça, j'ai compris. C'est toi qui l'as dit la dernière fois. Je l'ai mis dans un type de notre newsletter. Exactement. Oui, parce que tu fais une newsletter de ouf. De flits.substack.com. Vas-y, recommence. Alors, nous, on s'appelle Flits, F-L-I-T-S. Et on a une newsletter sur Substack, qui est une plateforme de newsletter. Mais enfin... Sur flits.fr, vous allez nous trouver tout ça. Et donc, dans chaque news qui sort le vendredi à 11h, je mets un type. Ouais, c'est ça. Et ce type-là, il est extrait de là. Et donc, le type, juste pour qu'on le rappelle, le type, c'est quand tu fais manger à la machine un document important, tu lui demandes toujours
Ouais. Ou est-ce que tu as tout lu? Quel est le dernier mot que tu as lu? Ouais. Et ou tu le peux dernier paragraphe que tu as lu? Je sais plus, tu dis Et quoi? moi-même, je vais plus loin, je lui dis, tu peux me donner le titre de l'annexe 7 qui se trouve vers la fin, et il me le donne. Hein. Mais Sauf il que m'invente aucun un truc. rapport. Donc l'astuce, c'est je vais dans mes GPT, je crée un GPT, parce que la fenêtre de contexte, comme on appelle techniquement, pour le coup, c'est des docs de plus de 900 000 pages, il est capable de manger des gros rapports. Et donc je fais quoi? J'ouvre un GPT, les instructions que je lui donne, c'est ton job, c'est juste de répondre à mes questions sur le rapport que je t'ai en pièce jointe. Et en dessous, je upload dans base de connaissances. Tu as un petit bouton pour me mettre une base de connaissances. Ton doc, pardon. Et ce que je tapais sur la table. Et de ce fait, ce GPT, je l'appelle dès que j'ai des questions sur ce rapport. Et pour le coup, lui, il me les donne, les annexes de la fin. Et là, j'ai créé un GPT qui a un seul usage. C'est m'aider à répondre à des questions sur un rapport. Ce que je fais pas mal quand j'analyse pour ma news, moi, par exemple, j'ai ce cas-là. Et du coup, j'ai fait un GPT super simple qui a qu'une seule tâche. Dans le cas de la com de ton cab, rédaction script, tout ce qu'on a pu faire pour Nolwenn. En Nolwenn, c'est assez avancé, c'est dans un autre outil. Ne parlons pas nécessairement pour Nolwenn. Philosophiquement, c'est la même compliqué. idée. Je crée un GPT pour chaque type de contenu dont tu as besoin. Donc, tes posts LinkedIn, par exemple, tes blogs, tes articles de blog, tes newsletters, et ça peut être d'autres trucs. Dans le cas de Nolwenn, elle a plein de catégories d'articles différents, dans lesquels elle en a 1 par 4. Et donc chaque bot, chaque GPT, il est briefé en disant voilà, bon, t'es rédacteur et donc tu dois écrire un article. Toi, ton job, c'est d'écrire des articles d'actu. Okay. Donc voilà le ton. Donc je lui file un document dans lequel j'ai écrit le ton des articles d'actu. Comment on écrit un article d'actu? Il faut rappeler que c'est dans l'actu, il faut rappeler que c'est récent, il faut que dans le ton et dans les temps choisis, on sache qu'on est dans le présent, nanana. Bref, ça c'est le style. Après, je vais lui donner le plan de l'article dans un autre doc. Le plan de l'article d'actu, c'est toujours comme ça, c'est une intro, un machin, un rappel des faits, Ensuite, je vais lui donner des éléments de méthodologie. Par exemple, ce que tu m'as décrit tout à l'heure, qui est un très très bon exemple, où tu lui demandes d'abord de réfléchir à des exemples, à des machins, et tu y vas par étapes. Tu as des meilleurs résultats. C'était beaucoup mieux. Ouais. Exactement. Mais ça, moi, je les embarque dans le GPT. Je lui dis au GPT, quand l'utilisateur va t'interroger pour faire des articles, en étape 1, tu dois d'abord être sûr qu'il a bien son sujet. S'il l'a et que tu es convaincu, tu passes à l'étape 2. S'il ne l'a pas, tu l'aides à brainstormer. On l'a dit, il est fort pour faire ça. Ouais, c'est sûr. Ensuite, quand il passe à l'étape 2, il fait OK, maintenant, il faut trouver un titre à cet article et une orientation. C'est quoi l'objectif? Tu veux parler de ça, mais tu veux en parler quoi? Pour étonner les gens, pour les surprendre, tu vas être disruptif, tu veux commenter un truc? Quel est l'objectif que tu mets dedans? Après, tu fais un premier résumé de quelques lignes de ce que doit raconter l'article. Et à chaque étape, je demande à l'utilisateur de valider ces étapes pour qu'on passe après. Du coup, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Son GPT, il fait grossir son contexte autour de ton sujet. Quand tu vas lui demander de dégainer, de shooter l'article, le niveau de pertinence est infiniment plus grand. Donc tu commences, tu fais le titre, l'objectif, après tu demandes de faire un plan, tu discutes du plan, non, l'intro, elle me paraît pas bien, le machin, tout ça. Puis après, tu commences à lui demander de rédiger article par article, et là, tu as un truc cool. Et ce GPT, en fait, il est quelque part dans ta colonne de gauche, il est stocké là. Tu l'appelles dès que tu as besoin de faire un nouvel article ou un script de vidéo dans ton cas. Tu n'as plus besoin de lui dire fais-moi le truc par étape. C'est hard-codé en lui qui travaille par étape. Et du coup, il fait un petit workflow. Moi, j'ai fait des GPT où il te dit qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Tapez 1 si vous voulez faire ça, tapez 2 si vous voulez faire ça. Et il a un petit arbre de décision où il va faire cette tâche ou cette tâche. Et là, tu te crées tes propres outils. Et ça, c'est des trucs que tu peux faire très rapidement avec des gains de productivité presque immédiats. Enfin, non, immédiat en fait, en réalité, et pour vraiment pas cher. Et c'est cela que moi je vais chercher sur ma matrice de tout à l'heure. T'as vu le mec qui retombe sur ses pattes? C'est cela que je vais chercher, c'est les quick wins comme ça. C'est les trucs qui passent 2-3 jours pour bien raffiner le machin, et instantanément, les gens qui l'utilisent te disent c'est super. J'ai réduit de 70% mon temps passé sur cette tâche, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très comme. Je t'en fais 2 autres rapidos. J'ai fait une contract factory. Je te prenais l'exemple du Syntec tout à l'heure. C'est pas un exemple au hasard. J'ai un cab qui a 80% de ses clients au Syntec et qui du coup en créant un GPT dans lequel tu intègres des modèles de contrat qui sont déjà réalisés. Oui, mais là tu as un problème de confidentialité. Alors très bonne question, ça nous fait rebondir sur le coup d'après, mais je te réponds sur celui-là. On a tout pré-anonymisé. Ah d'accord. Je finis et je reviendrai sur cette histoire d'anonymisation. Le truc est censé cracher des contrats, à faire un interrogatoire sur qui est le salarié. Alors, sans son nom et son prénom, on le garde en ligne pour l'instant. On a besoin de savoir comment il va gagner. On a besoin de savoir si on lui met une classification, un grade, son poste, est-ce qu'il est au forfait horaire. Je ne vous fais pas tout le contrat, mais c'est ça l'idée. Et le contrat qui sort, il est conventionnellement juste. Mon GPT, il est programmé pour aller chercher des incohérences conventionnelles. L'exemple typique dans le syntaxe, c'est tu veux mettre quelqu'un de cadre, mais tu lui mets un salaire trop bas qui est en dessous du plancher. Word, il te dira pas que c'est en dessous du plancher. Alors que GPT, et donc, du coup, GPT, tu lui as fait manger
des exemples enfin en tout cas des contrats que vous aviez Une pré-anonymisés. dizaine de contrats anonymisés, ouais. Voilà. Et tu lui as fait manger la convention collective. Ouais, en full, ouais. Syntec_full.pdf. Je vais te donner le nom du fichier. Et après, Ok. par contre, il a un set d'instructions long comme le bras aussi pour faire tous ses contrôles et tout ça. Et après, t'as fait beaucoup. J'ai construit des sets d'instructions pour lui dire étape 1, tu dois faire l'interrogatoire salarié pour savoir ce que tu mets dans ton contrat. Étape 2, tu dois faire l'interrogatoire clause spécifique. Il y aura du télétravail. Tu veux lui mettre une non-concurrence, il y a une clause de mobilité, tu vois, ce genre de trucs qui peuvent être ou pas dans les contrats. Étape 3, tu fais la liste de clauses en tenant compte 1, des clauses un peu obligatoires d'après la convention. 2, tu as un patrimoine contractuel. J'en ai mis que 10 dans mon exemple. Regarde bien les clauses qui sont partout. Essaye de me faire une liste la plus exhaustive aussi des clauses. Il vaut mieux que ton user en enlève plutôt qu'il en oublie. Et Tu lui dis ça, il vaut mieux que tu prennes. je lui dis pas il vaut mieux que. Je lui dis tu me fais la liste la plus exhaustive des clauses parmi les 10 contrats que tu as. Ouais, C'est des contrats de boîtes différentes. ouais. Ok. Fait à des périodes différentes aussi. Donc tu as des contrats qui peuvent être à rallonge, tu as des contrats qui peuvent être très succincts. Donc D'accord. moi j'ai envie d'avoir une liste de clauses la plus exhaustive, quitte à ce que l'opérateur se dise oh, ça c'est pas pertinent, supprime-moi la 5, supprime-moi la 4, supprime-moi la 2, tu vois. Je lui dis si tu vois 2 clauses dans des contrats qui se ressemblent, qui veulent dire la même chose mais qui n'ont pas le même titre, fusionne-les-moi intelligemment. Ça il le fait bien. Et rajoute-moi, si dans l'interrogatoire il t'a dit spécifiquement qu'il voulait une clause télétravail ou une clause mobilité, ben bien sûr tu l'ajoutes, tu lui redemandes pas après. Et là tu proposes la liste des clauses. Tu le fais interagir sur cette liste. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas, machin, bidule. OK. Rajoute-moi ça, enlève-moi ça. Et quand vous êtes OK sur la clause, tu pars en rédac. Ok, alors, juste pour que. Donc, pour le préparer, Ouais. tu lui fais manger des contrats. Une fois pour toutes, Une mon fois GPT, je lui ai fait manger 10 contrats anonymisés Ouais. et une clause. Et une convention une collective. convention, ouais. Dans cet exemple-là. Ouais, bon, tirons le truc jusqu'au bout. Donc, Oui. donc, il a mangé, a priori, le droit et il a mangé. Enfin, comment toi, tu le réalises jusqu'alors. Oui. Et ensuite, tu lui dis fais-moi la liste de toutes les clauses, c'est ça? Alors, ouais, en fait, tu peux les mettre en parallèle l'un devant l'autre, peu importe. Je lui dis, au vu des éléments que tu as mangés, fais-moi la liste la plus exhaustive possible des clauses qu'on pourrait mettre dans un contrat que je m'apprête à faire. Mais ça, c'est pas moi qui lui dis quand je m'en sers, c'est dans ses instructions, tout en haut. Mais j'arrive pas à comprendre les trucs des instructions tout en haut. C'est-à-dire que tu démarres ton GPT et tu lui dis. Tu lui dis go, G-O, c'est tout. Et il va faire tout ce que je t'ai raconté là sans que tu aies besoin de lui redire. Parce que c'est préprogrammé comme ça. Non, mais comment tu le programmes? Comment tu le préprogrammes? C'est que tu lui parles. Non, je concrètement, lui écris. tu lui. Je Oui, lui envoie un courrier, Non, je mais mets la un lourdeur. timbre. La lourdeur. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu lui dis voilà, tu es programmé. Enfin, Oui. je te programme. Bonjour chez Petit, parce que tu es sympa, parce que peut-être que lui aussi va devenir maître du monde, t'en sais rien. Et du coup, tu lui dis bonjour GPT, nanana, En toi fait, tu es ouais. programmé pour faire ça, nanana. Exactement. C'est quand tu cliques sur créer un GPT, tout à l'heure, soit tu peux avoir le store comme tu as fait toi, soit tu cliques sur créer pour faire le tien. Oui, non, mais Moi, là, je dis j'ai plutôt compris, créer. Oui, j'ai compris. Voilà, là, tu vas te retrouver avec un espace où tu peux lui donner ses instructions. Tu lui tapes dans une grande case comme ça. Toi, tu fais des d'accord. contrats de Il y a travail. il y a un truc qui est prévu pour donner des instructions Oui. au GPT. Oui, Ok, qu'il ok. va sauvegarder et garder toute sa vie. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et après, il exécute tes machins. Et tu peux lui fournir plein de docs. Il va exécuter aussi à partir des docs que tu lui as donnés. Donc je reprends. Donc tu lui demandes la liste exhaustive des clauses. Yep. Et ensuite tu lui dis et tu lui racontes pourquoi est-ce qu'on met ces clauses-là plutôt que d'autres clauses. Non, je lui demande de s'inspirer de ce qui a été fait avant. Ce que tu disais quand tu donnes des exemples, c'est un peu la même approche. C'est de dire, j'ai fait ces contrats-là. Pour le cabinet, ils sont valides. Donc, quitte à faire un nouveau contrat, inspire-toi de cela. Ah ouais, Ok. un truc hyper important que je n'ai pas dit, mais c'est capital pour n'importe quel acteur, avocat en tête, qui veut intégrer de l'IA. Ne croyez pas que l'IA va prendre une ou plusieurs de vos tâches et les exécuter de manière automatique de bout en bout. C'est pas comme ça que ça marche. Si on dit que l'IA à terme, d'après une étude du BCG, c'est 15% dans une semaine de gagner. Et d'après une étude de Septéo, c'est 30%. Donc, on va dire un peu entre les deux. Si on estime qu'un cabinet qui déploie bien de l'IA peut faire gagner, prenons 20% du temps à tous ces opérateurs, c'est-à-dire une journée par semaine, c'est-à-dire Ouais, on c'est part en énorme. week-end le jeudi On ou part en week-end on le produit autre chose, ça va pas se faire de la manière suivante. J'ai 10 tâches dans la journée, 20% de mes tâches, donc 2, vont être prises par ChatGPT et je me concentre sur les 8. Ces 20%, c'est pas là qu'on les gagne. En fait, on va les gagner 10% sur la tâche 1,
50% sur la tâche 2. Ça, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Mais ça a été ça a été un peu une forme de déception pour moi. Il faut passer par cette phase de deuil. C'est une phase de deuil. C'est une phase de deuil. Ok, j'avais vraiment l'impression d'être. En fait, tout le monde te vante l'IA et toi, tu te dis l'IA va faire ce truc-là de bout en bout. Mais pas du tout. Et quand tu y arrives et tu te rends compte que, par exemple, les articles de blog Nolwenn, les articles que lui crache le truc qu'on lui a fait, elle est obligée de repasser derrière. Bien sûr qu'elle remet sa touche, bien sûr qu'elle corrige des faits, bien sûr qu'elle change le ton. Mais de son propre aveu, 70% du temps qu'elle y passait avant s'est envolé. Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas aller chercher la perfection. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que m'a fait ChatGPT, c'est pas du niveau d'un truc que je pourrais envoyer à un client. Du coup, ChatGPT, c'est nul. Si tu raisonnes comme ça, non, mais bien sûr, t'as perdu. Plein de gens. Mais plein de gens. Non, mais moi, le premier à l'époque, plein de gens. T'as perdu. Et quand t'as passé, donc là, tu fais ton deuil, tu récupères, tu remontes en selle et tu dis, ok, je trouverai pas l'homme idéal, mais un mec gentil, ça ira. Bah, c'est ça, ChatGPT. Il fera pas ton job à ta place de bout en bout, mais si au moins il peut faire juste le ménage, aller chercher les enfants, ça me fait ça en moins. Il faut quand même je reviens sur notre déj. Je reviens sur notre déj où le mec m'explique qu'il est en train de travailler avec un coach qui lui dit qu'il faut pas de compromis. Donc excuse-moi, hein, mais juste le mec qui est juste sympa, bah ça c'est un énorme compromis. J'entends. Non mais t'as compris. Là voilà, c'est ça, c'est GPT. Il faut se dire que moi, la newsletter que je fais tous les mercredis, évidemment, dans ma posture, je suis obligé d'essayer de la faire avec de l'IA. Bah bien sûr. Okay. Eh ben, figure-toi que j'ai un énorme problème. Dans ma newsletter, je mets des blagues, du second degré, du sarcasme et de l'ironie à plein d'endroits. C'est vraiment le truc sur lequel ChatGPT ne sait pas faire des blagues et ne connaît pas de blagues. Et donc, en fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à dépasser les 20 à 30% du temps gagné. Moi, qui me revendique expert de l'IA, je n'arrive pas pour ma propre newsletter à gagner plus de 30% du temps parce que mon ton est ultra... Et pourtant, je l'ai entraîné sur mon ton. Je vais y arriver et je vais gagner ce temps. Je pense que je peux arriver à le monter à 70%. À terme, c'est un peu mon objectif. Mais c'est peut-être pas si facile. Et ça se fait surtout avec le temps. Mais il faut abandonner l'idée que le machin va faire votre bidule à votre place. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, ça a été... C'est vraiment... Ça, c'est vraiment... C'est marrant que tu dis ça parce que... Enfin, en tous les cas, je trouve que c'est hyper important parce que moi, j'ai dû passer par une période de deuil où, en fait... Parce que, bêtement, j'ai dit, c'est bon, c'est naze, en fait. Parce que Alors, j'ai une question parce qu'avec tout ça, je me suis quand même posé la question de... Du coup, qui détient... alors attends, j'ai deux questions. La première, c'est dans le cap dont on était en train de parler, là, tu sais, on l'a entraîné sur le contrat, nanana. Après, en fait, les gens, ils vont juste avoir à remplir les noms et faire des ajustements. En fait, c'est les fameux, tu gagnes 30, 40, 50, 70%, mais t'as pas le truc fini. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème, enfin, pour le coup, un vrai problème de confidentialité. Oui. Alors oui. De ChatGPT et de propriété de la donnée, du coup ? Alors, je fais un premier point, après je passe très vite, mais j'en parlais dans ma newsletter de ce matin. Vous êtes avocat ? Ouais. En tout cas, beaucoup d'auditeurs sont avocats. Vous avez une responsabilité de contrôler ce qui sort du câble et qui va chez les clients. Donc, quoi qu'il arrive, on vérifie ce que fait l'IA. Les IA hallucinent, on le sait. Meilleur sera votre prompt et meilleur sera l'entraînement. Moins la lue sera forte, mais ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Donc, tout ce que vous produisez avec de l'IA, il faut le revoir. Il y a des moyens pour se faciliter la vie sur la révision et le contrôle de ce que fait l'IA. Je vous renvoie à ma newsletter de ce matin, dans lequel je donne des tips sur ça. Et on n'a pas le temps là. J'adorerais, mais vraiment, on n'a pas le temps. Mais du coup, il faut tout contrôler. Maintenant, tu parles de confidentialité des données en articulant de RGPD, de sécurité. Oui, OpenAI est une boîte américaine, l'éditeur de ChatGPT. Et donc, quand vous utilisez ChatGPT en gratuit ou en payant, quoi qu'il arrive, vos données partent aux US. Tout ce que vous lui mettez en prompt, un doc ou un texte, ça part aux US. Ça va être stocké au moins 30 jours sur un serveur américain. Et si vous êtes en version gratuite, encore mieux, ça va servir le modèle d'entraînement. Donc, pour la postérité, tout ce que vous lui avez envoyé, si vous êtes sur un GPT gratuit, ça rentre dans le grand LLM, le grand modèle de langage d'OpenAI pour la vie. Il y a eu une affaire où Samsung l'avait fait, le code de Samsung était ressorti chez un de ses concurrents et ça s'est vu. Et donc il y a un précédent et il y a une galère. Donc on a ce problème-là. Donc il y a deux façons de contourner ce problème. Soit on fait comme j'ai fait dans mon exemple, il n'y a pas une grande quantité de documents, on peut anonymiser à la main.
et ça marche. Ça marche très bien pour les cas que tu évoquais tout à l'heure aussi. Je veux analyser une décision de justice, je veux interroger un rapport, je veux faire ma com. Il n'y a pas de problème de confidentialité et tout ça. Maintenant, effectivement, on rentre dans ce cas-là. Et c'est un énorme enjeu, c'est un énorme problème. Et aujourd'hui, il n'est pas vraiment résolu, malheureusement. Tu as un concurrent de ChatGPT qui s'appelle Mistral, qui est une boîte française, qui est censée avoir une étiquette de souveraineté. En tout cas, elle l'a toujours revendiquée, elle s'est présentée comme ça. Et elle continue à le présenter malgré le fait que Microsoft vient de prendre des parts chez Mistral. Ah, Alors, oui, pas du coup, c'est fichu. ultra minoritaire, tu vois. Donc, en termes de gouvernance, les impacts sont très faibles. En plus, je crois que volontairement, ils n'ont pas droit de vote à aucun moment, dans aucun contexte et sous aucun prétexte, à vérifier sur ce point-là. Mais bref, ils l'ont vraiment fait dans ce sens-là. Et Mistral est vraiment pertinent, mais il y a des outils qui arrivent plus vite sur OpenAI qui sont moins sur Mistral, et les gens n'utilisent pas trop Mistral aujourd'hui, alors qu'il y aura un enjeu. Pour tout te dire, je travaille étroitement avec une plateforme d'IA française, des gens, enfin, c'est YouControl pour ne pas le nommer, lancé par l'excellentissime Antoine Micot, qui était l'ancien fondateur d'Easycorum. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, peu importe. Ouais. YouControl, en fait, son approche, c'est d'être... il n'est pas un modèle de langage, il est au-dessus. Quand tu prends un abonnement chez YouControl, tu as accès, tu peux switcher entre OpenAI ou Mistral ou Claude ou Gemini et tous les autres. Donc tu as cette première approche qui est vachement intéressante, parce que du coup, en fonction des cas, tu vas sur OpenAI quand tu fais du bourrin non personnel, et tu switches sur un LLM français quand tu veux être un peu plus propre. Mais tu as aussi et surtout l'idée que tu peux, avec cet outil, monter carrément des workflows, des procédures par étapes directement dans son outil, où tu peux par exemple monter un process où je vais mettre un document qui va peut-être comporter des données personnelles ou des sujets de confidentialité pour moi ou mes clients. J'ai un premier LLM local français, pas très performant, peut-être pas aussi performant que OpenAI, ChatGPT, mais qui sait faire un bon job d'anonymisation. Ah oui, c'est parce que c'est ça le truc. Oui. Premier filtre, et temps 2, j'envoie. Mais c'est pas... Parce qu'on est d'accord, moi je sais pas si on a le droit d'en parler là, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a... Enfin si, peut-être chez ces cibles, il n'y a pas de choses aussi performantes que ChatGPT, en fait. Alors, c'est incomplet de le dire comme ça, parce qu'on tend une verticalisation des IA en fonction de la nature des tâches. Ouais. Sous-entendu, pour beaucoup de tâches aujourd'hui, du Mistral, qui est cette boîte française, ou même un autre qui, à la base, est américain, mais que tu peux télécharger en open source et installer sur un serveur français. Et du coup, si tu le fais proprement, tu rentres tes clean au niveau RGPD, tout ça. Il s'appelle Llama. Llama 3, c'est l'IA de Facebook, mais Facebook a décidé d'avoir une approche open source du sujet. Bref, pour beaucoup de tâches, ça va suffire. J'ai monté un prototype avec Antoine et YouControl, on a monté un prototype. Tu vois toutes ces IA qui t'enregistrent tes visios, là, tes conversations téléphoniques, des trucs comme ça qu'on utilise tous. Bien sûr. Bon, tout le monde est sur ChatGPT. Donc ta conversation avec ton client en visio, là, elle est stockée aux US en vocal et en texte. Ouais. T'es content. Du coup, on a un proto qui marche avec Antoine, et on est en train de le déployer chez un premier client, où on a monté avec que des IA françaises à la chaîne la réplique de ce truc-là. C'est-à-dire, ça t'enregistre en local, ça l'envoie à une boîte française qui s'appelle Gladia, qui a pour vocation, envoyez-moi un fichier audio, je vous renvoie le texte, la transcription. Tout ça en France. Ensuite, on passe par Llama 3 en version locale, qui lui, pour le coup, est hébergé en France, RGPD friendly, et qui va extraire du transcript les éléments qui nous intéressent. Et comme en plus, d'ailleurs, on a fait du prompting un peu intelligent, ça récupère en fonction de ta matière et de ce que tu fais dans cet entretien, ça peut te créer les premiers drafts des premiers documents. Cas d'exemple, tu es un avocat en droit des affaires, tu as quelqu'un qui vient te voir pour constituer une société, tu l'interroges par exemple sur ses statuts, tu lui poses toutes les questions, l'objet social, les dates, les machins, les associés, nom, prénom, qui met quoi, combien, la répartition, vous voulez clôturer qu'en septembre, décembre, c'est quoi, bon, tout ça. Dans une conversation comme on a là, complètement déstructurée, tu appuies sur un bouton, le vocal, il est transcrit, puis après, il passe dans Llama, et Llama, il chope. Hop, oh là, j'ai un nom de société. Oh là, j'ai un objet social. Oh là, j'ai une domiciliation. Oh là, j'ai le nom d'un associé. Oh là, j'ai une date de clôture. Du coup, tous ces éléments-là, il les sort. Puis après, là, il s'avère que j'ai entraîné avec un modèle de statut. Bah, tiens, voilà, tu avais un des statuts. Donc, ton client est face à toi. Mais le problème qu'on a, c'est... Du coup, je rentre sur quelque chose de non étanche, certes,
hébergées en France, mais des données qui sont des données couvertes par le secret. Et là, donc là, ça, c'est pas possible. Bah si tu dans ta politique de données personnelles vis-à-vis de tes clients, tout est déclaré, tout est Non, mais hébergé en c'est pas France. une question de déclarer en France. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est des données qui sont couvertes par le secret, donc je peux pas les transmettre. Enfin, en tous les cas, je pense que le sujet est pas du tout réglé. C'est pas une question de RGPD, c'est une question de secret. Mais tu fais comment avec ton Word dans Office 365, qui est une boîte américaine? Oui, non, mais je suis d'accord. Tu as raison. OneDrive. Non, mais tu as raison. Tous les éditeurs en fait qui gèrent des dossiers, Jarvis, Cecip, tout le monde. Ouais. Et Tu en fait, peux, c'est en juste... fait, je pense que tu peux. C'est Ouais, juste non, qu'il mais faut t'as que raison. c'est sous certaines conditions de souveraineté. Ouais, non, t'as raison. Le truc, c'est que c'est plus safe de faire ce que je viens de te raconter là que d'utiliser Word en version Oui, 365. de fait. Oui, bien sûr. Parce que même si Microsoft, j'ai bossé chez Microsoft, donc j'ai le droit de dire du mal, même si Microsoft a annoncé des serveurs Azure en France et que Office 365 pour les métiers du droit, c'est que des serveurs hébergés en France, tu as quand même une règle d'extraterritorialité américaine oui, qui fait que, quoi qu'il arrive, voilà, c'est foutu. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as d'autres exemples d'applications en fait, qui seraient sur étagère ou de bots qu'on fait nous, par exemple? bon, les deux. Enfin, comme tu veux. Le bot qu'on fait nous, le premier exemple que je t'ai donné, c'est cette histoire d'enregistrer tes conversations avec tes clients avec leur consentement. C'est fou, ça. Et d'en sortir les... Alors, soit tu fais juste les mails récap, soit tu as juste un récap qui est hyper bien structuré, soit tu vas plus loin, tu as tes drafts des premiers documents. Ça marche bien quand tu as des rendez-vous. Non, mais tu vois, t'avocat en divorce, tu veux savoir où ils en sont quand tu prends ton premier rendez-vous. Droit des AF, ça marche. Je fais ça aussi pour un conseiller en gestion de patrimoine qui fait des audits patrimoniaux. Des bilans patrimoniaux, c'est ça le mot. Ça marche bien. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'ai un cabinet en droit fiscal. Alors pour le coup, ça n'existe pas sur étagère. Qui a une grosse partie de son activité qui repose sur un process d'audit fiscal dans un cas particulier sur un type de taxe. Et ça, c'est le fondement du CAB. C'est un process qui est très très long, qui demande une grosse analyse, un gros audit des dossiers des clients. On est dans l'immobilier. Et en automatisant ça, même si ça fait le truc à 60, même ça faisait le truc à 30%, on serait content. c'est quasiment 30% de la productivité du CAB. Et en l'occurrence, on vise plutôt les 80. Ok. Et là, eux, c'est leur étoile du Nord. Ouais, je comprends. Ok. Moi, je sais pas si... Je sais pas si on n'était pas un peu tech à un moment, un peu trop. Un peu tech? Ouais, un peu technique sur le prompting et comment Moi, je trouve ça intéressant, mais est-ce qu'on n'est pas... C'est juste une réflexion que j'avais. Non. Me regarde pas avec ces yeux-là, c'était juste pour... Pas du tout. C'est ça ce que je Laissez-nous voulais. des commentaires. Moi, c'est ça ce que je voulais. Ok, donc ça veut dire que les trucs dont il faut que je me souvienne, oui, c'est je fais la première étape, c'est je screen mon cabinet. Oui. Je me mets avec. Bon, moi, je préfère dire quand même toutes mes équipes, mais effectivement, ça dépend un peu de la taille du truc, mais quand même avec toutes mes équipes, avec verticale, la valeur, horizontale, la fréquence. Récurrence plus, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Je chipote. Tu chipotes. Ensuite, je dis à tout le monde de travailler chacun de son côté avec des idées de choses à automatiser. Quand tu le fais en séance, c'est un peu mieux. Tu les fais tous assis autour de la table, tu leur files un petit tas de post-it et un feutre. Moi, j'aime bien leur filer tous le même feutre, les pilotes, machin, là, qui sont bien. Comme ça, sur les post-it, tu vois pas les différences de couleurs. Tu vois pas la différence, c'est vrai, t'as raison. Et tu leur dis, je vous mets 20 minutes, tu mets ton iPhone sur chrono 20 minutes, et hop, pendant 20 minutes, ils empilent les post-it. Donc, tout le monde empile ses post-it, ensuite on les classe sur le tableau, en fréquence, valeur pour le câble. Nous, ce qu'on regarde tous, c'est le en haut à droite, c'est-à-dire high value pour le cabinet, beaucoup de valeur et très fréquent. Ouais. Dans ces trucs-là, ensuite, on donne des étoiles gommettes ou des chinchillas. Et chacun va mettre ses 3 champions, ses 3 chouchous. Ses 3 chouchous. Parmi ces 3 chouchous, il y en a peut-être un qui va se détacher et on se dit que celui-là, en fait, c'est le truc qu'on va pas toucher parce qu'on dit que c'est l'étoile du cabinet, c'est le truc qui sera un game changer, mais justement parce que c'est un game changer et que donc ça va être long, compliqué et fastidieux, on a envie d'avoir des gains rapides. Ouais. des gains rapides. Donc on prend des choses qui sont facilement automatisables et si possible plutôt des trucs sur étagère, c'est-à-dire des choses qu'on va, tu vois, ça va pas être très compliqué de le.
Ensuite, on se dit, on n'oublie pas de dire, il y a plusieurs typologies d'IA. Parce qu'en fait, là, on a quand même parlé pas mal de ChatGPT. Il y a des IA qui sont des IA d'utilisation du cabinet, c'est-à-dire qui sont plutôt générées, qui sont pour aller chercher le droit, voilà. Et ça, c'est plutôt des IA éditeurs de jeux de logiciels. Oui. Et comme on n'a pas de partenariat avec personne... non, mais si tu m'autorises un point là-dessus, pour le coup, il n'y a pas de question à se poser. Pour la recherche juridique, allez voir les éditeurs endémiques à notre secteur. Allez voir les éditeurs qui font des solutions de recherche sur étagère. Je les ai cités déjà, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres. On ne fait pas notre recherche juridique avec ChatGPT, il hallucine trop. L'avantage de ces solutions, c'est que les éditeurs les ont construites pour limiter, voire tendre vers zéro les hallucinations. Et ils sont entraînés sur leur fonds documentaire à eux, peu importe comment ils l'ont constitué. Donc ça, on ne se pose pas la question recherche juridique et éditeur sur étagère. Ok, très bien, bon, c'est déjà pas mal. Et attends, parce qu'il y avait un truc... Ah oui, et on abandonne l'idée de dire... N'importe quelle IA va faire le travail à ma place, en fait. Ouais, exactement. Elle va juste m'économiser du temps. Ouais. Et moi, ce que j'avais retenu dans une autre conférence auquel j'avais assisté, c'est qui disait qu'il fallait quand même l'utiliser le plus régulièrement possible, parce qu'en fait, plus tu l'utilises, plus tu deviens bon. Alors, effectivement, tu entraînes ta machine, mais surtout, toi, tu deviens meilleur dans l'utilisation que tu en fais, quoi. Le Graal du Graal, c'est que si tu vas vers des solutions sur étagère, certes tu t'équipes, certes tu gagnes du temps, certes tu te mets à la page, mais tu n'apprends pas ce que tu es en train de faire et tu ne montes pas en compétences. La montée en compétences, elle n'est pas forcément nécessaire pour savoir prompter ou créer des bots à ma place. Enfin, tant mieux si vous savez le faire. Mais plus vous allez l'utiliser régulièrement dans du quotidien, ou plus vous allez faire vos propres bots ou vous accompagner pour les faire, mais si vous le faites, faites-le à 4 mains, demandez de voir le code source. C'est vachement important de mettre les mains dedans, de comprendre comment c'est fait. Parce que si vous commencez à comprendre comment c'est fait, vos chakras vont commencer à s'ouvrir les uns après les autres. Et vous allez commencer à voir le champ des possibles, comme Neo dans Matrix à la fin. Tout à coup, vous allez voir à travers les murs, les lignes vertes. À travers la matrice. Et là, vous allez vous dire, mais il y a tout ça qui est possible. C'est ça le champ des possibles que je ne voyais pas depuis tout ce temps-là. Et là, vous allez avoir des idées. Donc ça rejoint ce que tu dis. C'est l'application. Oui, c'est clair. Donc ensuite, je prends les petites victoires, je fais mes petits trucs, j'utilise des solutions sur l'étagère, je n'oublie pas qu'il ne va pas faire le travail à ma place. Et je commence comme ça. Yep. Et ça, c'est le plus... en tous les cas, c'est par là où... Oui, parce que tu as des différences de culture, d'âge, de façon de faire au sein du CAB. Alors déjà, entre associés, c'est une réalité. Entre associés et reste du monde, et même au niveau reste du monde, tout le monde n'a pas la même sensibilité à ça. Et donc, tu as les pros, tu as les réfractaires, tu as un peu tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Le jour où tu arrives avec un truc, où tu as dit ça, on l'a fait en 4 jours... et machin à son poste de truc sur cette tâche-là. Alors, je dis pas que c'est la tâche la plus importante du CAB, mais juste, il y passait 5 heures par semaine. Maintenant, il est passé à 2. Ouais, c'est clair. Imaginez tout ce qu'on peut faire sur le reste. Et là, les gens commencent à... Les gens qui étaient réfractaires se disent « dis-moi en plus oui. ». Les gens qui étaient à fond disent « je vous l'avais dit ». Et les gens entre les deux montent dans le bateau. Donc, tu as un peu gagné. C'est clair. Ok. Et du coup, on utilise l'IA... comme un outil et en se disant que en même temps qu'on l'utilise, on se cultive et sa culture, quoi. Le Graal du Graal, c'est vraiment le truc en 3 étapes où tu vas avoir petite formation d'acculturation, un peu le niveau 0. J'en ai fait pas mal avec SideQuest récemment, mais on peut les faire en CAB aussi, j'ai commencé à en faire. Où en 3 heures, t'expliques un peu le b.a.-ba. Voilà comment on parle à une machine, voilà à quoi il faut faire gaffe, et voilà déjà comment on commence à prompter et avoir des résultats. Et là, vous allez voir que même dans votre vie de tous les jours, même pour avoir une recette de cuisine, un itinéraire de voyage ou un truc, déjà, vous saurez mieux le faire. Et si tu l'utilises en perso, ça va bénéficier sur le pro. Ouais, moi, je suis tout le temps. Je te prends cette anecdote-là, mais le jour où j'ai compris comment on faisait des GPT, c'est le jour où il a fait que je fasse un jeu de rôle pour mes garçons. J'ai dû entraîner GPT à devenir un maître du jeu Donjons et Dragons, en lui faisant apprendre une partie des règles. Et j'ai regardé mes enfants essayer de démonter mon GPT pour essayer de tricher au jeu. C'est comme ça que j'ai compris comment il fallait faire un GPT robuste. Et après, je me suis dit, mais attends, ça ne marcherait pas pour les contrats de travail aussi ? Je te jure que c'est vrai. C'est sûr que c'est comme ça que c'est arrivé.
Moi, je lui ai demandé des blagues de Toto, un enfant de 5 ans. Et ça m'a duré pendant 10 stations de métro. Je peux te dire qu'il y en avait beaucoup des blagues de Toto. On n'a vraiment pas le temps, mais si on l'avait, je te montrerais comment on fait discuter nos 2 téléphones de manière infinie sur n'importe quel sujet entre 2 IA en vocal. Et ça, c'est fascinant aussi. Les psychopathes. Ça fait beaucoup rire. Ok, il y a quelque chose d'autre. On va arriver à la fin de notre interview. Est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Tu as l'impression qu'on n'a pas couvert? Ouais, j'ai envie de dire, ça rejoint ce que tu disais à la fin. Jouez avec, mettez les mains dedans. Faites gaffe à ce que vous mettez dedans. Jouez avec ChatGPT parce que ChatGPT aujourd'hui c'est le plus up-to-date et c'est sur lequel vous avez plusieurs sources. Mettez pas de la donnée perso, mettez pas de la donnée confidentielle, ok, pour l'instant. Mais commencez à piger le truc. Et après, c'est une techno qui est très jeune, très très jeune. Et c'est quoi mon expertise par rapport au marché? J'ai juste 6 mois d'avance sur mes clients. C'est tout, ça se joue à ça. La marche est vraiment pas haute. Si vous commencez à regarder, à jouer avec, vous y prenez goût parce que ça marche pas, faut avoir un peu envie, et que vous regardez un petit peu sur Internet, tous les prompts, toutes les astuces, tous les trucs que je sors en formation ou que je vends à mes clients, il y a le fait que j'ai itéré dessus, mais une grosse base, je les ai trouvés chez d'autres. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et il n'y a pas de honte d'ailleurs à faire ça. C'est pour ça que je pense que on peut, avec une envie, c'est l'envie et un peu le moteur, on peut s'autonomiser assez vite sur ces sujets-là. Ouais, c'est pas important. Bon, bah écoute, ça fait de l'inspiration pour les vacances. J'espère. Non, mais donc tout le monde va se mettre pendant les vacances. Le 6 janvier, je relève les copies. C'est ça, le 6 janvier, Ok, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir reçu. À bientôt. C'était adorable. Et puis alors attends, surtout, pas tout le monde, passe de très belles fêtes de fin d'année parce que c'est notre dernier épisode. C'est vrai, c'est mon dernier épisode de cette année, donc qui était une année de transition puisque Charlotte est partie, puisque maintenant, enfin en tout cas, j'essaie on embrasse d'ailleurs. Quoi que j'embrasse carrément. Que j'ai mis notre podcast en vidéo. Créer une chaîne YouTube, refait la vignette du podcast. J'espère que vous l'avez vu. J'espère que vous allez continuer à être fidèles en 2025. J'ai préparé des nouvelles choses en me disant qu'on allait augmenter le nombre de podcasts, mais ce qui est difficile parce que ça me prend du temps. Et voilà. On a hâte. Ouais, je sais pas, mais en tous les cas, ça sera comme ça. Allez, passez de bonnes fêtes. Merci, salut Audrey, bonne fête à tous. Salut. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.